Nadia El Mabrouk a parlé dans une autre capsule du cours éthique et culture religieuse. Pour ma part, je vais vous parler plutôt de l'enseignement de la pensée critique au niveau collégial. Beaucoup d'élèves qui ont suivi le programme éthique et culture religieuse arrivent au cégep en ayant acquis la conviction que les religions doivent jouir d'une protection spéciale, c'est-à-dire qu'on ne doit pas critiquer les religions des gens, que ça reviendrait à leur manquer de respect. L'objet de mon exposé, c'est de montrer que ce serait contraire à la vocation de l'enseignant en philosophie que de conforter les élèves dans cette certitude. La philosophie, comme la science, repose sur la remise en question. En fait, qu'est-ce que c'est le rôle des cours de philosophie au niveau collégial? D'abord, ils partagent avec les cours de littérature l'objectif de donner aux élèves une certaine culture générale. Mais par ailleurs, l'objectif est aussi de leur inculquer la pensée critique, de leur apprendre à raisonner, de leur apprendre à articuler leurs pensées. Alors, à partir de là, quelle attitude il faut avoir par rapport à la conviction que les religions sont un domaine protégé? Richard Dawkins, dans le classique God Delusion, pour en finir avec Dieu, traduction française, parle de ce qu'il appelle le respect non mérité aux religions. Alors, pour le paraphraser, vous savez par exemple, si quelqu'un qui vote pour la coalition Avenir Québec et quelqu'un qui vote pour Québec solidaire discutaient ensemble, chacun pourrait sans problème demander à l'autre ce qui motive son choix politique. Il pourrait le contredire, il pourrait justifier son propre choix. On n'y verrait aucun problème. Quelqu'un qui est végétarien, féministe, écologiste, syndicaliste, personne ne voit de mal à lui demander, mais qu'est-ce qui te fait adhérer à cette idéologie-là? Pourquoi tu penses que c'est bien? Et on peut aussi les contredire. Mais quand on arrive aux croyances et pratiques religieuses, alors là, il faudrait dire « je respecte » et ne pas poser de questions. Selon Dawkins, les religions, il n'y a pas de raison qu'elles soient au-dessus de la critique et au-dessus de l'épreuve de la pensée rationnelle. D'autres intellectuels, par exemple les philosophes québécois Charles Taylor, Michel Seymour et d'autres, vont considérer que la religion de quelqu'un fait partie, à leurs yeux, de ce qu'ils appellent son identité profonde. Et c'est pour ça que la religion devrait pour eux être mise sur le même pied que la couleur de peau, par exemple, le sexe, l'orientation sexuelle, la maladie, le handicap, bref, c'est une caractéristique personnelle qui devrait être, qu'on ne devrait pas critiquer, parce que ça fait partie de l'identité de la personne. La philosophe laïque Louise Mailloux a déjà fait valoir que la religion est un choix, contrairement à la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, la maladie, le handicap. Moi, ce n'est pas ma position, mais je suis d'accord pour faire la différence entre, d'une part, la religion et d'autre part, toutes ces caractéristiques personnelles qu'on a énumérées. Et la raison, c'est que les religions sont des convictions. L'orientation sexuelle n'est pas
une conviction. La maladie, la couleur de peau, le sexe, ce ne sont pas des convictions et ça n'a pas d'incidence directe sur les convictions d'une personne. Alors que les religions, ce sont des convictions. Dans une démocratie, toutes les convictions doivent pouvoir être remises en question, questionnées, critiquées. On doit pouvoir en parler librement. Alors, non seulement le statut spécial des religions est contraire à la laïcité, c'est même contraire au principe de la démocratie. Il ne faut pas oublier dans quel contexte la liberté de religion s'est établie. Un philosophe anglais qui a beaucoup influencé la culture anglo-saxonne et plus largement les cultures occidentales, c'est John Locke. Dans son traité de la tolérance, Locke défend la liberté de religion dans un contexte où on sort de guerre de religion. L'idée, c'était d'établir la paix, de faire cesser les conflits. Alors, il y a des changements qui ont eu lieu depuis cette époque-là. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes à souligner. D'abord, la conception de John Locke de la liberté de religion, ce n'était pas une liberté de conscience comme celle qu'on veut avoir aujourd'hui. Sans dire que la liberté de religion est mauvaise, bien sûr qu'il faut conserver la liberté de religion, mais il faut la repenser parce que le contexte a changé. Pour John Locke, textuellement, dans son traité de la tolérance, il a écrit qu'on ne pouvait pas faire confiance à un athée. Il était question de pouvoir choisir parmi les religions, mais pas la possibilité de choisir de ne pas en avoir. Et l'autre point important à souligner, c'est qu'on ne peut plus désormais ignorer les conflits entre religion et science. Pourquoi je souligne cela? C'est parce que un des arguments importants chez Locke pour soutenir la liberté de religion, c'est que personne ne peut prétendre savoir la vérité en ce qui concerne la religion. Étant donné qu'on ne peut pas avoir de certitude, il faut avoir de la tolérance pour les croyances des autres. Déjà, à l'époque de Locke, c'était peut-être pas tout à fait vrai parce que il existait déjà des connaissances scientifiques qui entraient en conflit avec certaines prétentions des religions. Par exemple, à cette époque-là, on savait depuis longtemps qu'une femme vierge qui n'a pas été fécondée ne peut pas donner naissance à un bébé, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est encore plus flagrant parce que la science a progressé et la culture scientifique a été largement diffusée. Les informations sont disponibles. On ne peut pas se permettre d'ignorer le conflit qui existe entre les religions et la science. Et pour en revenir à l'enseignement de la philosophie au collégial, où je voulais en venir avec tout ça, c'était entre autres de parler du premier cours de philosophie qui est donné au collégial, dans lequel les enseignants doivent parler de la différence entre philosophie, science, religion, et aussi parler des relations entre ces trois discours. C'est encore très commun de présenter le noma, sans nécessairement dire que ça s'appelle le noma. Alors, qu'est-ce que c'est le noma? C'est une abréviation pour Non-Overlapping Magisteria. Le non-empiètement des magistères. Au départ, c'est une idée de Stephen Jay Gould,
mais qui est partagé par un bon nombre d'intellectuels, alors on présente le rapport entre science et religion aux élèves comme ceci. Elles s'occupent de domaines différents. Elles répondent à des questions différentes. La science s'occupe des questions de fait, de comprendre comment fonctionne l'univers, alors que les religions répondent aux questions sur le sens de la vie et aux questions morales. On présente le nommant généralement sans rien lui objecter, comme si ça allait de soi. C'est loin d'aller de soi. Il y a beaucoup d'auteurs, d'intellectuels qui ont critiqué le nommant. En fait, c'est un peu une idée d'intellectuel dans sa tour d'ivoire qui n'a rien à voir avec les croyances réelles des gens qui adhèrent à une religion. J'ai pas le temps ici de développer sur les conflits qui surgissent entre les religions et des faits scientifiques, mais il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Vous avez par exemple, encore une fois, Richard Dawkins, mais il y a d'autres auteurs, par exemple Jerry Coyne, Sam Harris, qui a assez peu été traduit, mais quand même, on peut trouver Letter to a Christian Nation, qui a été traduit sous le titre très mal choisi de la Bible de l'athéisme, mais le contenu est meilleur que le titre. Daniel Barry a fait paraître récemment Tout ce que la science, c'est de la religion. Et François Doyon, avec son ouvrage Les philosophes québécois et leur défense de la religion, un point très intéressant dans ce livre-là de François Doyon, c'est qu'il fait valoir que ceux qui critiquent la théorie de l'évolution au bénéfice du théisme, ils font une erreur qui repose sur une mauvaise compréhension de la théorie de l'évolution et que cette théorie, qui est certainement parmi les plus solides qu'on ait en science, rend pour ainsi dire inutile l'hypothèse d'une intelligence créatrice. Alors ce sont des exemples, il y en a d'autres, mais je crois que c'est le devoir d'un enseignant en philosophie au niveau collégial de montrer au moins un de ses auteurs, de montrer qu'il existe des objections au nommant et d'apprendre aux élèves à confronter leurs croyances et convictions, quelles qu'elles soient. Des études sérieuses devraient faire. Les études de genre, ça c'est la grosse tendance actuelle. Oui. Et alors qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vraiment la féminité c'est de culture, de nature, les deux? Ben, en fait, moi j'ai commencé à m'intéresser particulièrement à ça quand j'ai suivi un cours de sociologie du genre justement à l'Université de Montréal. Puis j'ai continué à lire là-dessus par la suite. Il y a tellement de contradictions dans ce qu'on appelle la théorie du genre. J'ai l'impression que c'est très politique aussi. Il y a une stratégie, il y a une rhétorique qui vise à l'acquisition d'un pouvoir. Oui, certainement. Oui. Par des gens qui s'estiment dépourvus. Ça, il faut leur accorder, là. Mais par ailleurs, est-ce qu'ils veulent tout le pouvoir? Est-ce qu'ils veulent avoir un pouvoir dictatorial, un pouvoir discrétionnaire, un pouvoir absolu? Tu sais, Ben, en tout cas, ils veulent de la censure. Ils veulent de la censure. Ils veulent de la censure. Oh oui. Comme quoi? Par exemple, ça devrait être interdit de dire que la définition du mot femme est femelle adulte de l'espèce humaine. Ah bon, je vois. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? J'imagine que, parce que honnêtement, chaque fois que j'ai essayé avec des militants, disons des militants de l'idéologie du genre, d'obtenir une définition alternative au mot femme, on m'a jamais vraiment répondu. Ah bon?